Bonjour, je vais vous présenter le plan Marshall du PS pour le climat et le rôle de l'énergie solaire. Ma présentation est la suivante. D'abord, vous rappelez l'importance du défi climatique. Ensuite, je vais vous expliquer les grandes lignes de notre plan Marshall, sa structure. Ensuite, on va parler de l'assainissement des bâtiments, de la question du trafic routier, c'est les deux principaux blocs, un petit peu du trafic aérien malgré tout. Ensuite, je vais évoquer la question du besoin d'électricité, puisqu'il va falloir remplacer le pétrole, et il faudra le remplacer par de l'électricité dans une large mesure. Et donc, on va essayer d'évoquer l'ampleur de ce besoin d'électricité. Ensuite, il y a la question de savoir pourquoi le photovoltaïque est la variante la plus réaliste, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la variabilité du photovoltaïque, et ensuite, j'ai mis tous ces paramètres dans un seul modèle qui démontre comment on peut assurer l'approvisionnement électrique également en hiver. Et enfin, je reviendrai à la conclusion. Le défi climatique. Aujourd'hui, la température moyenne de la Terre a déjà augmenté de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle, donc depuis 1850, et le niveau des mers a déjà augmenté d'environ 20 cm. Ici, vous avez un graphique qui évoque l'augmentation depuis 1950 des émissions annuelles de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et le graphique va jusqu'en 2100. Donc la ligne noire, c'est jusqu'à la situation actuelle. Puis ensuite, c'est différents scénarios. On va en évoquer les deux principaux. Le rouge, qui consiste à dire on continue à avoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et le bleu, qui dit on diminue pour arriver à zéro en 2070. Et à droite, vous avez l'effet sur la température, même entre 2000 et 2100. Vous voyez que dans ce scénario d'émissions croissantes, eh bien, on arrive à une augmentation de 4 degrés supplémentaires par rapport à aujourd'hui et une augmentation supplémentaire de 70 cm du niveau de la mer. Et encore, ces 70 cm, c'est une estimation plutôt conservatrice puisque ces graphiques viennent du groupe intergouvernemental d'études du changement climatique, IPCC. Dans le scénario où on fait un effort, où peu à peu, d'ici 2070, on arrive à réduire à zéro émission nette, eh bien, l'augmentation serait plus que de 1 degré par rapport à aujourd'hui et plus que 40 cm pour le niveau de la mer. Quand même, ça ferait, en comparaison de l'ère pré-industrielle, ça ferait environ 60 cm et ça ferait quand même 2 degrés. C'est les fameux 2 degrés dont on entend souvent parler. Peut-être une précision, quand on dit zéro émission nette, ça veut dire qu'on va quand même peut-être pouvoir utiliser un tout petit peu d'énergie fossile, peut-être par exemple du pétrole pour faire du plastique, mais qu'il faut s'assurer que les émissions correspondantes soient recapturées, par exemple par la croissance des arbres, ou éventuellement par des technologies qui capturent le CO2, même si moi, là-dessus, je suis un peu sceptique. Et après l'accord de Paris, donc en décembre 2015, quand tous les États du monde ont signé la nouvelle étape de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, les gouvernements ont voulu savoir qu'est-ce qu'il fallait faire si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en comparaison de l'ère pré-industrielle, donc plus que 0,5 degré par rapport à aujourd'hui. Et on s'est aperçu qu'en fait, il fallait réduire à zéro les émissions nettes en 2050. Et donc, en 2050, ça veut dire accélérer la vitesse de réduction. Il y a un grand avantage, c'est qu'au fond, les efforts de développement qu'il faut faire et d'amélioration qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont aussi beaucoup de synergie avec les objectifs du développement durable de l'ONU, donc pour le développement humain qui consiste aussi à améliorer les conditions de vie des populations. Donc il n'y a pas une opposition avec la justice et avec le développement, il y a plutôt une synergie. Et c'est ça qui est passionnant et elle est beaucoup plus facile dans le scénario où on est à zéro en 2050 que dans le scénario où on est à zéro en 2070 parce que le réchauffement climatique nuit vraiment au bien-être des populations. Maintenant, c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur le réchauffement en Suisse. Ici, vous avez le tableau de la température depuis le début des mesures en 1864, et vous voyez clairement que la température moyenne a augmenté, et elle a augmenté de 2 degrés depuis le début de l'ère industrielle, donc 2 fois plus vite qu'au niveau mondial. Ce n'est pas complètement un hasard, c'est parce que la Suisse n'a pas de mer, elle n'a pas l'accès à la mer, et donc elle est au milieu d'un continent, et donc elle chauffe plus vite parce que la mer n'a pas un rôle de tampon thermique. Et donc, c'est ce qui explique que la Suisse est plus touchée par le réchauffement climatique que la moyenne mondiale. Et ici, vous avez un graphique qui est très frappant, c'est la couverture neigeuse. Et là, vous voyez que la couverture neigeuse, elle a baissé, par exemple, à Sils Maria de 32%, à Elm ou bien de plus, à Coire, elle a même baissé de 50%. Donc, c'est assez frappant. C'est donc les jours de couverture neigeuse au sol. Et puis, vous avez quelques autres régions
de Suisse, on a le même effet, donc on a vraiment une diminution de la couverture neigeuse qui est assez frappante. Alors maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir en Suisse? Ça, c'est des scénarios qui sont calqués sur les grands scénarios, donc la courbe bleue d'une baisse des émissions et la courbe rouge d'une augmentation des émissions, exactement les mêmes qu'au niveau mondial, calculés par Météo Suisse pour la Suisse. Et il y a deux scénarios. Il y a le scénario où on a pris des mesures, où on arrive à limiter à 2 degrés le réchauffement global. Et puis il y a le scénario où on ne prend pas vraiment des mesures et on n'arrive pas à limiter, et on a à la fin 5 degrés de plus au niveau mondial en moyenne. Et maintenant, comment la température va évoluer d'ici 2085? J'ai pris deux indicateurs pour commencer. Le jour le plus chaud de l'année, et ensuite je prendrai la température moyenne en hiver, et puis ensuite après les précipitations. Dans le scénario avec mesure, on constate qu'on a une augmentation du jour de canicule entre un demi-degré et 3 degrés. Ça veut dire qu'en gros, s'il a fait une pointe de canicule à 40 degrés, cette pointe de canicule pourrait être à 43 degrés. C'est vraiment pas très agréable. Mais dans le scénario sans mesure, là, on est à des situations encore beaucoup plus élevées, puisqu'on est de l'ordre de 4 à 9 degrés. Ça veut dire que si la pointe de canicule était à 40 degrés, en 2085, la pointe de canicule pourrait être à 44 ou 49 degrés. Donc on voit immédiatement que pour les populations vulnérables, en particulier les seniors et les enfants, et les personnes malades, c'est vraiment des conditions de vie assez difficiles. Maintenant, la température moyenne en hiver. Dans le scénario où on prend des mesures, on a une augmentation d'environ un demi-degré à 2 degrés de la température. Ici, j'ai pris l'exemple du Valais parce que c'est intéressant à cause de la neige. Et donc, on voit quand même ici une augmentation de 2 degrés. C'est plusieurs centaines de mètres d'augmentation du niveau de la neige, par exemple, de la végétation et tout. Et dans le scénario sans mesure, alors là, on a une augmentation de 3 à 5,5 degrés. Ça veut dire quasiment 1000 mètres d'augmentation. Ça veut dire qu'au fond, il fait à Verbier la température, il fait à Verbier la température qu'il fait actuellement à Martigny. Donc l'impact, il est absolument considérable sur l'entier du système écologique. Alors évidemment, sur la limite de la neige, qui monterait quasiment de 1000 mètres. À propos de neige, venons-en aux précipitations. Dans le scénario où on prend des mesures, il n'y a pas beaucoup de changements avec aujourd'hui. Il pleut, il y a un peu plus de précipitations en hiver et un peu moins en été, mais ce n'est pas absolument décisif. Évidemment, c'est plus souvent sous forme de pluie et moins souvent sous forme de neige. Mais par contre, dans le scénario sans mesure, alors là, on a sensiblement plus de pluie en hiver, mais surtout, on a des sécheresses en été qui sont assez embêtantes. 21% de précipitations au moins en été, pardon, c'est loin d'être négligeable. Donc ça, c'est pour l'effet en Suisse. Alors maintenant, globalement, c'est clair que ce réchauffement est une menace existentielle absolument partout. Il y a des centaines de millions de personnes qui ne pourront plus habiter là où elles habitent, notamment en raison de l'augmentation du niveau des mers, si on pense à toutes les zones qui sont dans des deltas, par exemple le Bangladesh. Les zones qui seront menacées, c'est aussi les zones qui sont déjà très chaudes aujourd'hui, où c'est déjà difficile de vivre aujourd'hui. La température sera insupportable, et puis évidemment les effets de sécheresse. Mais il n'y a pas seulement ces personnes qui seront versées sur les chemins de l'exil, mais il y a aussi au fond tout le reste de l'humanité qui pourra continuer à vivre au même endroit, mais dans des conditions qui sont nettement plus difficiles. Ça aura évidemment un impact majeur sur les milieux naturels, et donc aussi sur la biodiversité. Et donc, au fond, pour maîtriser le problème de la biodiversité, pour éviter une extinction de masse des espèces et des milieux naturels, maîtriser le réchauffement climatique est presque un prérequis. C'est vraiment le moment de se ressaisir, et ce que montrent très bien les études du groupement international d'experts sur le changement climatique, c'est qu'on peut encore le faire, mais c'est vraiment le dernier moment d'agir. Il faut agir au niveau global, et il faut agir à l'intérieur de chaque pays. Et les deux niveaux sont complètement imbriqués. Et c'est une question aussi de développement humain, c'est-à-dire que si on arrive à maîtriser le réchauffement climatique, on arrivera aussi beaucoup mieux à gérer les questions d'inégalité et les questions sociales, mais inversement, sans traiter les questions d'inégalité, en ayant une course au développement trop rapide, une course à la performance économique trop rapide, eh bien, on aura une pression sur le climat qui sera trop forte. Donc les deux questions sociales et environnementales sont fondamentalement imbriquées. Alors maintenant, quelle est la stratégie du plan Marshall pour le climat en Suisse? D'abord, pour bien comprendre quel est le point de départ, au fond, il faut
connaître d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Et ça, c'est l'objet de ce graphique. Sur ce graphique, on voit d'abord que les combustibles fossiles dans l'industrie, donc c'est principalement du gaz naturel fossile, ça fait environ 9% pardon, 9% des émissions. Ensuite, vous avez les transports, donc c'est l'entier du diesel et de l'essence. Les transports terrestres sont les vols internationaux, mais avec, par exemple, les tracteurs, les tracks, les véhicules forestiers, les bateaux. Ça fait 29% des émissions. Ensuite, vous avez les vols internationaux, mais c'est presque tous les vols, presque toute l'aviation est internationale en Suisse parce qu'il n'y a presque pas de vol interne. Ces vols internationaux font 10% des émissions globales de la Suisse, mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur effet, leur impact sur l'environnement est plus fort, leur impact sur le réchauffement est plus fort parce que ces gaz sont émis en haute altitude et ils ont ce qu'on appelle un forçage radiatif plus fort. Ensuite, il y a toute l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment, l'artisanat et l'agriculture, mais qui est principalement en fait pour produire de la chaleur, soit la chaleur pour chauffer les bâtiments, soit la chaleur du robinet, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire. Ensuite, il y a les émissions de CO2 des déchets. Ça, c'est principalement nos usines d'incinération des déchets. Vous savez que dans les déchets, il y a beaucoup de plastique, environ la moitié, c'est des plastiques, et ces plastiques, ils viennent du pétrole, et quand on les brûle, ça émet du CO2. Et donc, ça s'ajoute au bilan CO2 de la Suisse. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on utilise cette énergie, puisqu'on fait de l'électricité avec, et puis on fait du chauffage à distance dans nos usines d'incinération des déchets, comme par exemple à l'usine Tridel de Lausanne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, 80%, c'est-à-dire l'essentiel de ce diagramme, 80% des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse sont liées à l'énergie. Le reste, c'est les processus industriels, c'est-à-dire un peu les solvants et presque pour la moitié la fabrication du béton, parce que quand on fabrique du béton, il n'y a pas seulement l'énergie qui émet du CO2 qu'on utilise, mais il y a aussi le CO2 qui se dégage de la réaction chimique avec la pierre. Et donc ça, c'est un point important et difficile à traiter. Et puis, il y a l'agriculture. Là, il y a deux sortes. Il y a le dioxyde d'azote dans le traitement du sol, surtout si on met trop d'engrais. Et puis l'autre moitié, c'est les émissions des vaches. Pour dire les choses clairement, c'est les paies des vaches qui émettent passablement quand même de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du CO2, c'est du méthane. Donc on voit clairement que l'énergie est centrale en Suisse dans cette question, mais au niveau global, c'est aussi l'énergie qui est la principale chose, mais dans une proportion un peu moindre. Hein. C'est un peu plus que 60% de l'énergie comme responsabilité des gaz à effet de serre globaux, parce qu'au niveau global, il y a encore la destruction des sols et des forêts. La destruction de la forêt vierge qui émet énormément de CO2, qui est plus fixée ensuite, qui est dans l'atmosphère. Mais en Suisse, c'est clairement l'énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre impact climatique il est beaucoup plus fort que nos émissions territoriales en Suisse, parce que chaque fois qu'on émet une tonne en Suisse, on est aussi responsable de l'émission d'1,5 tonne à l'étranger, principalement en Asie, pour la fabrication de cette zappette ou bien de l'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc, notre style de vie il a un impact beaucoup plus grand. Simplement, on n'a pas une emprise directe sur les émissions qui sont faites en Chine, par exemple sur la politique électrique de la Chine, est-ce qu'il y a plus ou moins de charbon, ça c'est un peu en dehors de notre sphère d'influence, sauf par le biais des accords internationaux, d'où l'importance de ces accords internationaux. Quelle est l'évolution en Suisse des émissions de CO2 par secteur? Ici, vous avez les émissions des combustibles, c'est-à-dire de ce qu'on utilise pour faire de la chaleur, des combustibles fossiles, le gaz et le mazout, et on voit qu'en gros, à partir de 2008 environ, il y a une solide baisse, et au total, depuis le point de départ de 1990, qui est le départ de toutes ces réflexions climatiques, on a baissé de 27%. Surtout ces dernières années, on y reviendra. Donc dans le bâtiment, principalement, on a vraiment une politique qui a un certain succès. Par contre, on est très mauvais dans l'essence, où on stagne, et le diesel, où on stagne depuis 1990. Il y a bien une petite baisse vers la fin de la courbe, mais ce n'est pas une baisse très sérieuse, c'est juste le fait que le tourisme à la pompe a diminué, donc les Allemands ou les Italiens qui venaient acheter de l'essence ou du diesel en Suisse, parce que le franc suisse est devenu plus cher en 2015. En bas, vous avez la courbe de l'aviation. On pense que l'aviation, c'est négligeable, pas du tout. Et elle a augmenté de 68%, la courbe des émissions du kérosène, depuis 1990. Après la faillite de Swissair, il y a eu un creux, mais depuis, c'est reparti violemment à la hausse. J'y reviendrai tout à l'heure.
Donc on voit que là où on a fait une politique avec une taxe CO2, un programme d'assainissement des bâtiments, des mesures cantonales, des lois cantonales, dans le bâtiment, on a progressé, on s'est amélioré. Dans le reste, où on n'a rien fait, on ne s'est pas amélioré. Au fond, c'est assez logique et d'une certaine manière assez rassurant. Quand on prend des mesures, elles ont de l'effet. Quand on n'en prend pas, ça n'a pas d'effet. Alors, quels sont les 3 axes principaux de notre plan Marshall pour le climat? Premièrement, c'est d'investir massivement en Suisse pour nous libérer du pétrole et arriver à 0 émission nette en 2050. Ça veut dire que vers 2045, il faut avoir brûlé la dernière goutte de pétrole. Le deuxième champ, c'est cadrer la place financière, parce que les décisions qui sont prises depuis notre place financière, qui est très importante au niveau international, par nos banques, par nos caisses de pension, par tout le conseil en gestion de fortune, ça déclenche des émissions qui sont environ 20 fois plus grandes que les émissions territoriales de la Suisse. Donc ça, c'est un domaine dans lequel la Suisse a une responsabilité internationale très importante. Et évidemment, il faut interdire de financer les investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon, et aussi également dans les activités liées à la déforestation ou à la destruction des sols. Ça, c'est un deuxième aspect très important du plan Marshall. Et le troisième, c'est évidemment renforcer la coopération internationale, parce que si on réduit en Suisse, mais qu'on augmente les émissions au Bangladesh, on ne va pas arriver à maîtriser globalement ces émissions. La Suisse doit être à la pointe, doit donner l'exemple, doit développer les technologies avec les pays développés, mais elle doit aussi aider les pays en développement et les pays les plus pauvres à prendre un chemin de développement qui évite de répéter les erreurs que nous, on a faites. C'est-à-dire qu'au fond, ces pays doivent prendre un chemin de développement pas trop inéquitable à l'intérieur de leur société, basé sur l'efficacité et le renouvelable. Puis il y a un point très important, c'est d'arrêter cette stupide politique de la Suisse qui consiste à dire on réduit moins en Suisse, on continue à griller du pétrole en Suisse et on achète des réductions dans des pays pauvres et pour compenser nos émissions en Suisse. Ça n'a aucun sens parce qu'à la fin, il faut que tout le monde arrive à 0. Donc si on voulait continuer à griller beaucoup de pétrole en Suisse, ça voudrait dire qu'en Indonésie, il devrait y avoir des émissions négatives. Alors c'est complètement disproportionné. Il faudra un peu des émissions négatives, c'est-à-dire capturer du CO2, augmenter la biomasse, etc., pour compenser les dernières émissions incompressibles, mais on ne peut pas dire que nous, on veut continuer à griller du pétrole et puis que les pays pauvres sont priés de prendre un chemin de développement où ils arrivent à capturer du CO2 de l'air et avoir un bilan négatif. Ça, c'est un aspect de la politique suisse qui avait été imposé par les importateurs de pétrole, qui se disaient comme ça, on peut sauver notre marché du pétrole en Suisse et continuer nos affaires. Et ils étaient tellement forts au Parlement qu'ils ont réussi à imposer ça. On avait plus ou moins réussi à l'enlever pour la période 2012-2020, mais comme ils se sont renforcés aux élections de 2015, c'est de nouveau un aspect important du projet du Conseil fédéral qui est actuellement en discussion, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut absolument corriger les majorités à Berne. Alors, le premier axe d'action du plan Marshall pour le climat, c'est investir énormément en Suisse. Alors, comment ça marche? Actuellement, on dépense environ 3 milliards privés et publics par année pour l'assainissement énergétique des bâtiments, pour les investissements dans les énergies renouvelables, etc. Il faut augmenter massivement ces investissements en commençant par avoir une aide de la Confédération dans le domaine du trafic et aussi des liaisons ferroviaires à longue distance, avec aussi évidemment une contribution des privés. Chaque fois qu'il y a une contribution publique qui mobilise une contribution privée. Même principe dans le domaine du bâtiment, il faut passer les aides fédérales à plus d'1 milliard et on espère mobiliser avec ça plus de 3 milliards d'argent public. Même principe dans le secteur de l'industrie, où là, comme l'industrie est en forte concurrence, il faut plus l'aider, la proportion d'aide publique est peut-être plus importante pour ces assainissements énergétiques. Très important, la fabrication d'électricité renouvelable en Suisse. Et là, il faut environ un demi-milliard d'aides, mais là, on a déjà des aides qui existent en partie, pour arriver environ à 2,5 milliards d'investissement global. Il faut aussi agir dans l'agriculture et dans le domaine de la recherche pour arriver finalement à 12 milliards. 12 milliards, par hasard, c'est 2% du produit intérieur brut. Donc, pour faire cette transformation, il faut environ mobiliser 2% du produit intérieur brut, et par hasard aussi, c'est à peu près la même somme que nos grands-parents ont investi dans les années 1960 pour construire les grands barrages et les lignes électriques à haute tension. Donc, s'ils arrivaient à le faire à l'époque, on devrait quand même arriver à le faire maintenant. Dans notre plan Marshall, il y a aussi une banque pour le climat
qui est capitalisé par la Confédération et qui permet de recueillir des fonds privés et d'aider d'autres privés à assumer leur part d'investissement dans le système. Évidemment, il n'y a pas que les aides de la Confédération dans notre plan, dans le détail, il y a aussi parfois des prescriptions techniques, des obligations ou quelques interdictions de systèmes absurdes ou inefficaces. L'entier de ce mix d'instruments doit nous permettre vraiment d'arriver à ce zéro émission en 2050. Alors concrètement, le plus gros morceau, ou le deuxième plus gros morceau, c'est les bâtiments. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire évidemment des nouveaux bâtiments très efficaces, mais surtout, le principal problème, c'est qu'il faut assainir le parc de bâtiments actuel. Et pour faire ça, là je l'ai fait un peu schématiquement, mais il faut isoler les vieux bâtiments, il faut donc isoler les vieux bâtiments, c'est-à-dire le toit, les murs, le sous-sol, améliorer les fenêtres. Il faut évidemment changer le système de chauffage. Ici, c'est un système de chauffage fossile qu'on remplace par une pompe à chaleur, mais il y a aussi d'autres solutions. Il faut améliorer les installations techniques à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, s'il y a une ventilation vieille, inefficace et qui ventile trop, eh bien, elle fait perdre de l'air chaud, donc elle dégrade. Non seulement elle consomme de l'énergie pour ventiler, mais en plus, elle évacue de l'air chaud vers l'extérieur. Sans récupération, ça, c'est des choses qui ne doivent plus être, qu'on sait moderniser aujourd'hui. Et puis, il faut évidemment utiliser un peu le solaire passif, par exemple une véranda en hiver qui peut ramener de la chaleur dans le bâtiment. Et puis, il ne faut pas hésiter à densifier. Par exemple, si on fait un appartement dans les combles, on a plus de surface habitable sans consommer plus d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Parfois, il faut quand même avoir aussi le courage de remplacer un vieux bâtiment mal foutu, qui utilise mal le sol, qui est plus à notre standard de vie, qui est difficile à isoler parce que trop compliqué dans sa forme. Typiquement, c'est parfois des villas qui ont été construites dans les années 30 à 50 à la périphérie des villes, qui étaient vraiment quasiment la campagne, qui maintenant sont au milieu de la ville, bien desservies. Ça vaut dans ces cas-là parfois la peine de les détruire et de reconstruire un bâtiment de haute qualité avec un confort de vie plus important, et puis 3 ou 4 familles qui peuvent vivre dans ce bâtiment sur le même terrain. Donc ça fait absolument sens. Les rénovations, c'est souvent des grands succès parce qu'elles améliorent la qualité de vie, non seulement parce qu'il n'y a plus de sentiments de froid ou de surchauffe en été, mais aussi parce qu'on peut améliorer aussi le confort. Ici, par exemple, dans cet exemple, on a ici un balcon qui a été ajouté à l'extérieur, sans pompe froid, et qui améliore évidemment drastiquement le confort des habitants à l'étage de cette maison qui datait probablement des années 50. Un autre exemple, c'est la colonie de la Cigale, ou la coopérative d'habitation de la Cigale à Genève, qui a fait l'objet d'une magnifique rénovation énergétique où sauf erreur, elle produit elle-même la moitié de l'énergie dont elle a besoin. Ici, un autre exemple, le silo à charbon à Bâle, qui a été rénové avec des panneaux photovoltaïques de couleur. Donc on voit qu'on arrive vraiment à faire des belles rénovations de bonne qualité. Une technologie clé dans cette rénovation, c'est la pompe à chaleur, parce que en rénovant un immeuble, on n'arrive pas toujours à une isolation parfaite. Ou bien il y a certains vieux immeubles qui, pour des raisons esthétiques, ne peuvent pas être isolés parfaitement et qui continuent à avoir quand même un besoin de chaleur assez important. Et pour ça, la pompe à chaleur est vraiment une technologie très intéressante qui va jouer un rôle important. La pompe à chaleur, c'est un appareil qui extrait de la chaleur de l'environnement, c'est la flèche jaune, idéalement du sous-sol ou d'une réserve d'eau, par exemple un lac, et qui concentre cette chaleur à l'aide d'électricité, c'est la flèche bleue, l'électricité qui vient du réseau, ou éventuellement de panneaux solaires sur le toit, et qui produit de la chaleur dans le bâtiment, c'est la flèche rouge, chaleur et eau chaude sanitaire. Et on voit qu'en fait, avec une unité d'électricité tirée du réseau, on obtient 4 unités de chaleur. Et donc, on est extrêmement efficace si elle est bien conçue, cette pompe à chaleur. Si on voulait chauffer le bâtiment avec du mazout, il faudrait 4 unités de mazout pour avoir 4 unités de chaleur. Et donc, la pompe à chaleur, c'est vraiment une des technologies clés de cette transformation. Et donc, il faut évidemment tenir compte de ces besoins d'électricité. Ces dernières années, vous avez vu, on a montré qu'on a vraiment fait des progrès dans le domaine du bâtiment. Et effectivement, de 2007 à 2017, on a réduit la consommation d'énergie fossile pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire de 71 à 57 TWh. Juste pour vous donner une idée, un TWh, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dans le barrage de la Grande Dixence quand il est plein. Si vous la turbinez complètement jusqu'à Sion, puis vous videz le barrage de la Grande Dixence. Donc c'est quand même une belle quantité d'énergie. Et on en consommait 71, maintenant on en consomme encore 57.
Et donc, on a réussi à baisser de 14 TWh en 10 ans notre consommation pour les bâtiments, c'est pas mal du tout. C'est moins 19% d'énergie, mais moins 21% de CO2 parce qu'on a amélioré les brûleurs, on a utilisé un peu de gaz. Et dans cette même période, on a en plus augmenté la surface chauffée pour des nouveaux bâtiments de 8%. Donc ça montre que dans le bâtiment, on a vraiment très bien progressé. Et comment s'est passée cette progression? L'élément clé, c'est évidemment l'isolation. On a amélioré l'isolation du bâtiment, on a amélioré les réglages, on a mieux géré les bâtiments, on a amélioré les équipements internes. Mais c'est aussi l'utilisation de chaleur d'origine renouvelable, qui est passée de 11 à 17 TWh, cette chaleur d'origine renouvelable. Et alors, c'est évidemment du bois, c'est du soleil, c'est peut-être du réseau de chauffage à distance branché sur une usine d'incinération, de la chaleur de récupération, mais c'est aussi beaucoup les pompes à chaleur qui ont permis ça. Et les pompes à chaleur, elles utilisent 1 TWh de plus qu'il y a 10 ans. Ce qu'on voit bien sur ce graphique, en vert, on a l'augmentation de la consommation des pompes à chaleur, mais on voit qu'elle reste inférieure à la consommation des chauffages électriques directs dessinés en bleu et qui ont que très peu baissé au cours de cette période. Si on projette un peu sur la suite de la transformation du parc de bâtiments, puisqu'on a fait au fond un cinquième du chemin, on était à 100%, on est allé à 80, si on veut à 0, eh bien, il faudra encore passablement d'électricité pour les pompes à chaleur, en plus d'utiliser davantage de bois, en plus d'améliorer l'isolation, etc. Et j'estime à environ 6 TWh d'électricité qu'il faudra, principalement en hiver, parce qu'on chauffe principalement en hiver. Donc retenez bien ce chiffre, 6 TWh d'électricité en plus. Ce sera peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu moins, peut-être qu'on utilisera un peu plus pour les pompes à chaleur, mais qu'on économisera aussi sur les chauffages électriques directs ensuite. Maintenant, je reviens à la mobilité terrestre. Ici, vous avez l'évolution depuis 1990. On voit que le gros morceau, c'est quand même les voitures, dont les émissions ont augmenté de 4%. Les camionnettes, elles ont augmenté de 44% sur cette période. Les camions ont augmenté de 4% sur cette période. Les bus et les motocyclettes, c'est quasiment négligeable. Puis on voit tout en haut ce que je vous explique au début de la conférence, c'est que le tourisme à la pompe a reculé, donc c'est des émissions qui ne sont plus attribuées à la Suisse. Au fond, les Italiens qui achètent maintenant leur essence en Italie, les émissions sont comptabilisées en Italie. De toute façon, on n'avait pas tellement d'influence là-dessus. Par contre, on a une certaine influence sur les émissions qui sont dans notre domaine de compétences. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis 1970, sur ce graphique, on a une augmentation massive du trafic. Elle s'est un tout petit peu calmée ces dernières années. En bleu clair, c'est la mobilité individuelle. En bleu foncé, c'est la mobilité ferroviaire. Et on voit que le rail s'est bien développé, mais qu'en gros, le gros de la mobilité reste quand même de la voiture. Et donc, même si on développe très très bien les transports publics, elle ne va pas complètement disparaître, la mobilité individuelle. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, vu que c'est un des gros blocs d'émissions de CO2, il faut trouver une solution pour assainir la mobilité individuelle, qui est, on le voit bien, c'est la zone grise sur le rapport de gauche, principalement le fait de l'automobile. Et là, vraiment, le moteur électrique nous offre un atout décisif. Vous allez voir pourquoi. Je compare d'abord un moteur fossile et ensuite un moteur électrique. Le moteur fossile, si vous montez un col, par exemple, vous montez depuis Morges jusqu'au Marché-Rue, c'est un chauffage fossile qui a la propriété accessoire de produire un peu de mouvement. Pourquoi? Parce que les 3/4 de l'énergie que vous mettez en noir dans le moteur ressort en rouge sous forme de chaleur. C'est pour ça qu'il y a un radiateur pour refroidir le moteur. C'est pour ça qu'il y a toute une ventilation dans un moteur. Et il y a seulement 1/4 de l'énergie du moteur qui est transformée en énergie de traction dans les roues. Donc ce n'est pas très efficace ce système. Parce qu'au fond, cette chaleur, quand vous montez le Marché-Rue, elle ne vous est pas très utile. Le moteur électrique, lui, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'a que 10% de perte de chaleur. Donc vous mettez 100 unités d'électricité et vous avez 90 unités de traction dans le moteur. Et donc vous avez très peu de pertes. Le moteur de l'avion Solar Impulse de Bertrand Piccard, il avait même 97% d'efficacité. Donc on voit que si on arrive à stocker l'électricité, et maintenant on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, eh bien on arrive maintenant avec l'électricité à être beaucoup plus efficace, ce qui signifie qu'actuellement, les 60 TWh d'essence et de diesel qu'on consomme chaque année, on pourrait à peu près, si on électrifie tout, et c'est mon objectif, on pourrait arriver à 17 TWh d'électricité additionnelle. Ça, c'est le deuxième chiffre que vous êtes prié de retenir, 17 TWh d'électricité additionnelle.
Vous avez sûrement des tas de questions sur les batteries, etc. Là-dessus, on a fait un rapport approfondi pour l'Assemblée des délégués du Parti socialiste de 2018, de juin 2018, dans lequel j'évoque toutes ces questions approfondies, l'amélioration progressive du bilan écologique des batteries et la dégradation progressive du bilan de l'extraction de pétrole. J'arrive clairement à la conclusion que l'électrification vaut à tout prix la peine du point de vue environnemental et climatique. On a maintenant des motos électriques, on a des bus électriques. Ici, il y a même un test qui est fait en Scandinavie où il n'y a pas toujours des lignes ferroviaires, de voir si on n'arrive pas à électrifier les camions sans batterie ou avec des petites batteries en ayant un photographe sur les camions qui se branchent sur une ligne aérienne sur l'autoroute. Il y a encore des tas d'autres idées originales qui se font. Clairement, ce qu'on voit, c'est que la mobilité routière, elle ne va pas disparaître. Même si on arrive à la comprimer, il restera de la mobilité et que il faut trouver une solution pour cette mobilité routière résiduelle. On ne peut pas rester aux fossiles comme ça. Et l'électrification, c'est vraiment potentiellement un progrès majeur, non seulement pour le climat, mais aussi pour la qualité de l'air, puisqu'il n'y a pas d'émissions locales, et évidemment aussi pour le bruit, parce qu'à basse vitesse, les véhicules électriques sont nettement moins bruyants que les véhicules conventionnels. À haute vitesse, il n'y a pas de différence, parce que c'est le frottement à l'air qui fait le bruit et plus le moteur. Mais il y a deux conditions de base pour que cette électrification ait un sens. La première, c'est qu'on arrive quand même à stopper notre croissance absolument démentielle des transports. C'est pour ça qu'il faut maintenant plafonner le développement de l'infrastructure routière et se contenter de l'entretenir, ce qui est déjà assez cher. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut évidemment que l'énergie vienne d'énergie renouvelable. Parce que si pour fabriquer l'électricité, grosso modo, on utilisait du charbon et du gaz en grande quantité, alors on n'aurait pas gagné grand-chose à électrifier la mobilité routière au niveau local, puisque les émissions seraient simplement déplacées ailleurs. Les alternatives en matière de mobilité, elles ne sont pas très convaincantes. Il y a les agrocarburants, qui posent un monstrueux problème écologique, parce que c'est des immenses surfaces qui sont enlevées à l'agriculture ou plutôt à la production agricole pour nourrir l'humanité, qui servirait pour nourrir les véhicules, avec une pression accrue sur la déforestation et la destruction des sols. Ça n'a vraiment pas de sens. Leur bilan écologique est très mauvais, sauf si c'est de la récupération de matière qui, de toute façon, est utilisée pour autre chose, par exemple la paille. Il y aurait le gaz de synthèse, c'est-à-dire utiliser de l'électricité renouvelable en surnuméraire pour fabriquer du méthane et ensuite du gaz, et ensuite avoir des moteurs à gaz. C'est possible, mais on perd déjà beaucoup d'énergie pour transformer l'électricité en méthane, puis après, le méthane, on l'utilise dans un moteur à explosion, le même que je vous ai montré tout à l'heure, qui perd de nouveau les 3/4. Donc il faudrait d'énormes quantités d'énergie pour produire relativement peu de mouvements, ce n'est pas très réaliste. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'utiliser de l'hydrogène et d'utiliser ensuite des piles à combustible dans les véhicules. Il y a aussi une perte de conversion, c'est environ 3 fois moins efficace que les batteries, mais c'est quand même mieux que l'utilisation du gaz naturel dans des moteurs à explosion. Bref, on voit que pour la mobilité, c'est quand même grosso modo les batteries qui sont les plus intéressantes avec de l'électricité renouvelable, même si on peut combiner les batteries et l'hydrogène. Il y a une entreprise à Fribourg qui travaille sur des projets très intéressants dans ce domaine. Mais grosso modo, si on électrifie efficacement la mobilité et que son volume n'augmente pas, il faut environ 17 TWh pour cette électrification. Avant de passer à la question de savoir combien d'électricité il nous faut globalement, permettez-moi juste un petit focus encore sur le trafic aérien. De 2005 à 2015, les Suisses ont massivement augmenté le nombre de kilomètres par personne. Il s'est passé de 3400 à 9000 kilomètres d'avions par personne au départ de la Suisse. C'est plus 160%. C'est complètement fou, ça veut dire que maintenant on prend quasiment l'avion comme on prend l'autobus. Et les émissions de CO2 ont augmenté de 41%. C'est une très mauvaise nouvelle. La seule bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que les émissions de CO2 n'ont pas augmenté aussi vite que le nombre de kilomètres passagers. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu un important progrès technique dans les avions, plus les compagnies d'aviation remplissent mieux les avions avec leur système de tarification. Mais quand même, on ne peut pas continuer à augmenter ces émissions à la même vitesse qu'aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Ici, il faut vraiment trouver une solution. Je vous disais, c'est désormais 10% des émissions de la Suisse avec un effet plus fort parce que c'est émis en haute altitude. Au niveau global, c'est déjà 2 à 3% en explosion. Et c'est un domaine vraiment qui n'est pas traité au niveau international ou pas bien traité, sur lequel on doit faire des progrès.
Et il n'y a pas vraiment de solution technique. Peut-être que dans 20 ans, il y aura des avions de 50 places électriques à court courrier, mais qui consomment quand même alors vraiment beaucoup d'électricité. Donc à court terme, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de réduire notre consommation aérienne, donc une remise en question de notre style de vie. Peut-être qu'on peut se demander s'il faut vraiment aller passer le week-end à Ibiza et revenir pour soigner nos névroses. Peut-être que aussi on peut avoir un peu une autre approche aussi de la vie. On n'est pas forcément plus cool et plus heureux si on prend 5 fois l'avion par an pour nos loisirs. Moi, je trouve que cette question, on peut se la poser. Et puis évidemment, en Europe, c'est très important de développer le train comme alternative. J'en viens maintenant à la question centrale de savoir, mais où est-ce qu'on va trouver toute cette électricité dont on aura besoin pour assainir le bâtiment et assainir la mobilité? Quel est le point de départ? Sur ce graphique, vous voyez notre consommation et notre production électrique entre 1995 et 2017. Là, vous avez la courbe de consommation rouge qui s'est stabilisée à peu près à 60 TWh par an. Donc, TWh, je rappelle, c'est toujours ce contenu de la grande Dixence, et qui est produite actuellement par l'énergie nucléaire qui décline ces toutes dernières années, parce qu'au fond, la disponibilité des réacteurs nucléaires a diminué parce qu'ils sont vieux et il y a quelques problèmes de sécurité. Vous avez notre bonne vieille hydroélectricité, c'est à la fois des barrages au fil de l'eau et puis des barrages à accumulation qui peuvent garder de l'eau pour l'hiver, avec une certaine variabilité selon s'il fait chaud et il y a beaucoup de fonte des neiges, selon s'il pleut beaucoup ou pas. Et puis vous avez aussi les nouvelles énergies renouvelables, y compris la petite hydroélectricité, qui ont quand même fait des progrès, biomasse, photovoltaïque, etc. C'est plus tout à fait négligeable dans le mix global d'énergie. Ça a permis en gros de compenser la baisse du nucléaire qu'on voit sur ce graphique. Alors quelle pourrait être la suite? Du côté de la production, on sait que cette année, en 2019, il y aura en décembre l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg. Les BKV ont décidé d'arrêter cette centrale parce qu'elle est vieille, elle ne vaut plus la peine sur le plan économique. Il y aura un jour l'arrêt des 2 centrales de Betznau, mais dans le paquet voté par le peuple suisse, il n'y a pas de date d'arrêt des centrales nucléaires. Il y aura ensuite l'arrêt des 2 grandes centrales nucléaires, Gösgen et Leibstadt, mais vous voyez que je n'ai pas mis de date sur l'axe, parce que ces dates n'ont pas été fixées. Ensuite, on peut imaginer que les nouvelles énergies renouvelables, la production actuelle, se maintiennent. Et puis notre grande hydroélectricité, grosso modo, va se maintenir. Elle va perdre un tout petit peu parce qu'on va, pour des raisons écologiques, rétablir les débits minimaux dans un certain nombre de rivières asséchées au moment du rétablissement des concessions. Mais il y a quelques projets supplémentaires qu'on peut réaliser, comme par exemple le palier de Massonger sur le Rhône. Et puis il y a quand même encore quelques petites améliorations techniques de l'efficacité qu'on peut faire dans le domaine de l'hydroélectricité. Maintenant, évidemment, il faut faire des hypothèses sur l'évolution future de la consommation électrique. Moi, je fais le pari que pour les usages actuels de l'électricité, elle sera assez plate, cette courbe. Pourquoi? D'un côté, il y a une légère augmentation démographique, notamment en raison du vieillissement de la population, mais d'un autre côté, on a encore beaucoup d'appareils électriques inefficaces qui vont être remplacés par des appareils plus efficaces. Cette tendance qui a permis, dans les 10 dernières années, de stabiliser notre consommation électrique, à mon avis, elle va se poursuivre. Pourquoi? Par exemple, il y a encore des pompes de chauffage qui ont 30 ou 40 ans, qui ne sont pas efficaces. Quand on les remplace, la pompe de circulation d'eau, elle est beaucoup plus efficace, pour faire qu'un exemple. Ou bien encore dans l'éclairage, ou bien dans les chauffages électriques directs, etc. Donc, pour les usages actuels, il y a un vrai progrès qui peut encore être fait, ce qui fait qu'à mon avis, sur les usages actuels, la consommation électrique va rester stable. Mais il faudra quand même finir le remplacement du nucléaire, donc pour ça, il nous faut trouver environ 20 TWh. Ensuite, on a dit qu'on voulait électrifier la mobilité et qu'on aurait besoin de plus d'électricité pour les pompes à chaleur. C'est les fameux 17 TWh pour l'électricité et c'est les fameux 6 TWh pour les pompes à chaleur. Et donc, au total, il nous faut entre 40 et 45 TWh de plus, disons à l'horizon environ 2050. Donc, il faut plus que doubler la capacité de production qui restera après. Donc, c'est un effort considérable d'investissement. Et sur ce tableau, ce n'est que les valeurs annuelles, mais il faut évidemment regarder la question de la saisonnalité, parce qu'on n'a pas la même consommation en hiver et en été, comme vous allez voir sur ce graphique. Et je me base sur la répartition mensuelle, parce que c'est ça qui, dans le contexte suisse, est le plus difficile. Ici, vous avez la production entre janvier 2011 et décembre 2016. Et vous voyez en bleu, d'abord en bleu foncé, la production de nos barrages au fil de l'eau qui ont toujours un pic de production vers mai, juin, juillet, quand il y a beaucoup de fonte des neiges et quand il y a beaucoup d'eau dans les rivières. Ensuite, en bleu clair, vous avez les barrages à accumulation, les barrages hydrauliques à accumulation.
Ceux-là, ils retiennent de l'eau pour l'hiver, donc ils ont une meilleure production en hiver, même si des fois, à la fin de l'hiver, ils sont presque vides et leur production est plutôt faible, comme on le voit par exemple à la fin de l'hiver 2012. Et puis, en été, ils ont quand même un pic de production parce qu'ils ne sont pas assez grands pour retenir tout l'eau qui coule dedans, donc cette eau, on la turbine aussi en été. En brun, vous avez ici le nucléaire, qui produit un peu plus en hiver qu'en été, parce qu'en été, on révise les centrales nucléaires, puis qui, sur la fin de la période, a plutôt des mauvaises années à cause des pannes. Puis vous avez encore en vert tous les nouveaux renouvelables à la puissance qu'ils avaient à la fin de la période, et au jaune, encore le photovoltaïque idem à la puissance qu'il aurait produit la quantité qu'il aurait produit avec la puissance installée à la fin de la période, puisque c'était une période dans laquelle ces énergies se sont beaucoup développées, alors que l'hydraulique et le nucléaire étaient stables structurellement. Au noir, vous avez la courbe de consommation, et c'est là que les affaires se corsent, parce qu'on consomme évidemment plus d'énergie en hiver qu'en été. En hiver, on a toujours une pointe, en été, toujours un creux. Pourquoi? C'est à cause évidemment des chauffages électriques directs et des pompes à chaleur, qui consomment plus en hiver. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'en hiver, on a toujours un creux, c'est-à-dire que la production est inférieure à la ligne de consommation. C'est la zone blanche en dessous de la ligne de consommation. En été, par exemple, sur l'année 2012, là, on voit très bien, par contre, qu'on exportait, c'est-à-dire on produisait plus que notre ligne de consommation. On voit sur ce graphique que, bon an, mal an, on consomme à peu près la même quantité qu'on produit en Suisse. On a un peu un excédent de production en été, un peu un déficit en hiver. En hiver, on importe, en été, on exporte. Maintenant, quand les centrales nucléaires seront éteintes, on voit qu'on aura un gros manco. En été, on a presque assez d'énergie, et en hiver, on a un gros manco. Et ce manco va se renforcer, ce déficit, parce qu'on rajoute ici, en trétillé rose, la consommation des voitures, de la mobilité, ces fameux 17 TWh dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont répartis de façon à peu près stable sur l'année, parce qu'on consomme à peu près la même quantité en hiver qu'en été. Et puis évidemment, on rajoute aussi les pompes à chaleur, et ça donne la courbe violette, qui est la courbe totale de consommation. Et là, on voit bien ici qu'on a rajouté un pic en hiver. Par contre, en été, on ne rajoute pas grand-chose, c'est juste la fabrication d'un peu d'eau chaude sanitaire. Donc on voit bien que ça renforce plutôt, les pompes à chaleur renforcent un peu le déficit. C'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir par exemple du chauffage à bois à la place des pompes à chaleur, parce que ça évite de surcharger le réseau électrique au moment où c'est le plus délicat. Grosso modo, ce qui nous manque, c'est cette surface rose, c'est ces fameux 40 à 45 TWh par an. Donc on a quand même un problème coriace. Certes, il nous manque de l'énergie en été, mais il nous en manque plus en hiver. En Suisse, ce n'est pas du tout la question de savoir s'il en manque d'une semaine à l'autre. Si un jour, tout d'un coup, il manquait de l'énergie, on peut toujours aller puiser dans nos réserves. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de réserves de l'été pour passer l'hiver. Et de toute façon, pas assez d'énergie globalement. Alors maintenant, pourquoi le photovoltaïque est la variante la plus réaliste pour avoir suffisamment d'énergie? D'abord, au total annuel, puis après, on viendra sur la saisonnalité. Ici, vous avez le développement depuis l'an 2000 des nouvelles énergies renouvelables, sauf la petite hydroélectricité, qui n'est pas sur le graphique. Vous avez d'abord l'énergie, en bas, l'énergie qu'on fait avec les déchets, donc les usines d'incinération des déchets. Heureusement, la quantité de déchets ne croît pas indéfiniment, mais il y a beaucoup de plastique là-dedans. Mais il y a aussi de la biomasse, par exemple, des cages en bois qu'on brûlerait ou des choses comme ça. On voit qu'on a bien rééquipé nos centrales d'incinération des déchets, mais qu'elles ne progressent pas énormément. Ensuite, ici, on ne voit pas, c'est un peu en blanc, on ne voit pas bien, c'est le biogaz des stations d'épuration. Bon, évidemment, la quantité de matière qui arrive dans les stations d'épuration, elle est plafonnée, on les a bien équipées maintenant. Il y a le biogaz agricole en vert qui a bien progressé, qui est malheureusement une technologie assez chère parce qu'il y a beaucoup de manutention. Il y a le bois, vous êtes peut-être, mais on peut, dans des grandes centrales à bois qui produisent de la chaleur pour, par exemple, du chauffage à la distance, on peut, comme cette chaleur est à un niveau assez élevé, aussi produire un peu d'électricité. Ça, on a aussi progressé là-dessus. Ce qui a malheureusement, pour l'instant, assez mal progressé en Suisse, c'est l'éolien. Pourtant, l'éolien, il a un intérêt majeur, c'est qu'il produit l'essentiel, ou disons, les 2/3 de sa production en hiver. Donc il est très fort en hiver, l'éolien, ce qui, quand on voit la courbe de consommation, on a des pics de consommation en hiver, est très intéressant. Et puis, on a enfin le photovoltaïque qui, vraiment, depuis les années 2010, s'est très fortement développé. Chaque année, on a, ces dernières années, ajouté l'équivalent d'un 0,5% de la consommation suisse d'énergie électrique en photovoltaïque. Et puis, le prix a très, très fortement baissé. En 15 ans, en gros, il s'est divisé par 10, le prix du photovoltaïque. Si bien qu'aujourd'hui, c'est quasiment la technologie la moins chère pour obtenir un kilowattheure additionnel.
En 2018, le photovoltaïque avait 2 gigawatts de puissance installée qui produisait 2 TWh, c'est-à-dire 2 fois l'équivalent de la grande Dixence. Ça représente environ 3,5% de la consommation électrique suisse. Donc on n'est plus du tout dans le pour 1000, on est dans une production qui a déjà aujourd'hui une certaine importance. Et notre proposition, c'est de multiplier cette production par 25 pour passer de 2 à 50 gigawatts installés d'ici 30 ans. Et pour faire ça, il faut multiplier par 5 ou 6 la vitesse d'installation du photovoltaïque. C'est vraiment la technologie qui, pour faire le gros, est le plus adéquate, même s'il faut aussi pousser les autres technologies. Alors maintenant, est-ce qu'on a le potentiel en Suisse? C'est la question clé. L'Office fédéral a fait étudier en détail le potentiel photovoltaïque en Suisse. Ils ont distingué entre le potentiel économiquement exploitable et puis le potentiel exploitable à court et moyen terme. Alors évidemment, le plus gros potentiel, c'est les toits. C'est 50 TWh la production possible sur les toits, même si ils ont dit que seule la moitié était mobilisable à court terme parce que pas tous les propriétaires sont disposés à mettre à disposition leurs toits. Les façades ont aussi un beau potentiel, très important, notamment toutes les façades industrielles, les façades de hangars, les façades de buildings, etc. Sur les routes, sur le sol et sur les bords des routes, il y a aussi un joli potentiel. On va peut-être à court terme pas l'utiliser massivement, mais à long terme, c'est vraiment un potentiel important. Idem pour les bordures d'autoroutes, idem pour les parkings. Les parkings, on pourrait franchement les utiliser assez vite. Et puis, théoriquement, on pourrait aussi utiliser certains alpages. On sait qu'aujourd'hui, la forêt croît de 20 km² par année. Et donc, ça permet, si 20 km², ça permet de faire 2 TWh. Donc, si pendant une année, on dit on stoppe la croissance de la forêt, ou respectivement cette surface conquise par la forêt, pendant une année, on la fait conquérir plutôt par du photovoltaïque, on arriverait déjà à produire 2 TWh. L'avantage des pâturages en haute altitude, c'est qu'ils ont une meilleure production l'hiver. À mon avis, ce n'est pas la priorité, même s'il faudrait, à mon avis, expérimenter certains cas pour voir aussi comment on peut faire une belle intégration paysagère, notamment en jouant sur la couleur des panneaux. Ce n'est pas évidemment la priorité. La principale priorité, c'est les toits et les infrastructures, d'autant que le réseau électrique est déjà là. Là où il y a des toits et des infrastructures, il y a déjà un réseau électrique, et donc il n'y a pas besoin d'aller renforcer le réseau électrique. Mais on voit que globalement, avec 118 TWh, on a largement un potentiel suffisant pour faire les 50 TWh dont on a besoin. C'est même un peu moins que 50 TWh dont on a besoin. Alors maintenant, vous allez me poser la question, mais oui, bon, t'es sympa avec ton photovoltaïque, mais au fond, il y a beaucoup moins de soleil en hiver qu'en été, puis il n'y a pas de soleil la nuit, comment tu fais, puis quand il y a du brouillard, etc. Effectivement, il faut traiter ce problème. Ici, vous avez la courbe de production d'un grand échantillon dont j'ai obtenu les valeurs au quart d'heure. C'était des centaines d'installations pour 52 mégawatts de production, de puissance, donc une puissance très importante. Ici, vous avez la production du mois de décembre. Elle est faible, mais assez régulière. On voit bien que les journées sont courtes et que l'espace entre les journées est assez grand, l'espace sans production, parce que la nuit est longue. Ensuite, on va en mars. Ici, on a vraiment, quand il y a du soleil, une production très forte, mais on peut avoir, dans le début du mois, on voit 3-4 jours avec une production plus faible. Mais après, il y a toujours de nouveau du soleil qui vient d'une manière ou d'une autre. C'était en mars 2017. On voit que la puissance peut être très forte. En juin, alors c'est le paradis, les journées sont longues, il y a rarement des nuages. Là, il y avait 2 jours de nuages au début du mois, mais sinon, la production est très, très constante et puis les journées sont longues. Puis en septembre, les journées sont aussi encore assez longues, c'est le symétrique de mars. Il y a de temps en temps des jours un peu moins forts, mais quand même, l'ensoleillement est assez fort. Alors, se posent évidemment 2 questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'électricité photovoltaïque et qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas assez? Je commence par vous répondre sur la question de qu'est-ce qu'on fait quand il y en a trop. Quand il y a trop d'électricité dans la journée, ce n'est pas du tout un problème grâce au peak shaving, c'est-à-dire le fait de raboter les pointes. Le peak shaving, c'est l'anglicisme. Ceux qui n'aiment pas les anglicismes vont mettre anglais, mais c'est plus compréhensible que le mot français qui s'appelle écrêtage. En quoi ça consiste? Ça consiste à réduire temporairement l'injection d'électricité solaire par les installations solaires. C'est vraiment un bouton à régler ou un ordre à donner à l'onduleur, c'est-à-dire à l'appareil qui transforme le courant continu des panneaux en courant alternatif pour le réseau. C'est exactement comme si vous avez un barrage, puis vous réduisez un peu la puissance d'injection dans la vanne, il y a moins d'eau qui va dans la turbine, ça produit moins d'électricité. On peut faire exactement la même chose avec les installations solaires. Ici, vous avez un extrait de la courbe de juin de tout à l'heure, et j'ai dit, dans ce calcul, on réduit la puissance d'injection
des 2/3. Donc on dit tu peux injecter qu'un tiers de ta puissance nominale, et on fait ça pendant toute l'année par hypothèse sur cet échantillon, et on obtient ce résultat. En rouge, vous avez la partie qu'on renonce de récolter. Évidemment, c'est principalement pendant l'été. On commence à avoir des moments où on renonce à peu près à mi-février, ça va jusqu'à à peu près fin octobre, où on renonce. Évidemment, en janvier, on ne renonce jamais. En décembre, on ne renonce jamais. Mais on voit que la quantité qui est perdue n'est pas énorme. Elle représente 20% de l'énergie totale dans cet exemple, avec un peak shaving ou un écrêtage assez radical. Et au fond, on perd que 20% de cette énergie, puis on la perd quand on en a trop, c'est-à-dire quand elle n'a aucune valeur. Au plein été, personne ne va être intéressé à acheter l'énergie solaire suisse à l'étranger, parce qu'il y aura aussi l'énergie solaire à l'étranger. Et en faisant ça, l'immense avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir massivement dans le développement des réseaux électriques, des transformateurs, ni dans des infrastructures de stockage à court terme. On ne saurait pas quoi faire de cette énergie. Donc, c'est vraiment une solution qui permet d'en installer beaucoup plus, et on voit bien que la courbe, globalement, serait beaucoup plus plate, et peut-être qu'on ferait en réalité une courbe comme ça, c'est-à-dire qu'en février-mars, on récolterait le plus d'énergie possible, on essayerait de faire le moins de peak shaving possible, par contre, en plein été, on en ferait plus, et puis au contraire, en octobre, on essayerait d'épargner l'eau dans nos barrages en récoltant encore tout le solaire qui est possible. Et vous me direz, mais c'est bien ton écrêtage, mais au fond, à quoi est-ce qu'il sert à quoi est-ce qu'il sert cet écrêtage pendant l'hiver? Parce que notre problème, ce n'est pas l'été. On comprend bien qu'on a assez d'énergie solaire en été. Là, tu nous as juste expliqué qu'on n'était pas obligé de la récolter entièrement. Mais en quoi ton écrêtage, il aide pendant l'hiver? Eh bien, l'écrêtage, il aide de façon décisive parce que grâce à l'écrêtage, grâce au peak shaving, on peut mettre beaucoup plus de photovoltaïque dans le réseau et donc on a plus de récolte en hiver. C'est ce que vous allez voir ici. Pourquoi est-ce que le peak shaving est absolument décisif pour installer plus d'installations photovoltaïques? Vous allez le voir toujours sur la base du même échantillon que tout à l'heure, que j'ai extrapolé maintenant, d'abord pour installer 20 gigawatts, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en 2018, mais ensuite je mettrai 50, c'est-à-dire 25 fois plus que 2018, c'est-à-dire ce qu'on préconise. Et là, d'abord je commence avec un échantillon la production du 21 décembre 2017. Qu'est-ce que ça aurait produit avec 20 gigawatts, donc 10 fois plus qu'aujourd'hui? Ça aurait donné cette courbe de production qui est largement en dessous de la limite de 15 gigawatts que le réseau pourrait absorber avec les pompes et toutes les capacités qu'il a. Et ça nous produit 13 gigawattheures, c'est-à-dire une production qui est assez modeste. Si on pense que ce jour-là, on a dû consommer entre 150, 170 ou 200 gigawattheures. À l'autre saison, j'ai pris le 23 septembre et pas le 21 septembre, parce que le 21 septembre, il y avait eu tellement de soleil que c'était presque comme un jour d'été. On a cette courbe de production qui nous permet de produire 74 gigawattheures et on est encore en dessous de la puissance que peut absorber le réseau. Pas de problème. Puis le 21 juin, on est à 99 gigawattheures, donc probablement plus que la moitié de ce qu'on a consommé ce jour-là. D'ailleurs, on voit qu'au sommet de la courbe, il y a eu quelque part un orage, et au fond, sa courbe, s'il y avait eu vraiment du soleil toute la journée, on serait même un peu plus haut dans la production, puis on voit dans l'après-midi qu'il y a dû avoir des orages, le ciel s'est éclairci vers la fin de la journée, puis on a repris la courbe naturelle de production. Tout ça, ça joue. Si maintenant on passe à 50 gigawattheures, c'est-à-dire 25 fois de plus qu'en 2018, alors là, en hiver, c'est super. On est content, on arrive à 32 gigawattheures, ça commence à être une production qui est vraiment utile. Hein. Si on ne l'avait pas, on devrait avoir du courant fossile, par exemple, importé depuis l'Allemagne avec des centrales à charbon, ou je ne sais pas. Très embêtant. Donc on est content de l'avoir, ce courant photovoltaïque. Le 21 septembre 2017, on aurait une monstrueuse pointe d'énergie, mais on a un problème, c'est que le réseau n'est pas capable d'y faire face. Ça ferait sauter le réseau, fondre le réseau, sauter tous les plombs, ça ne marcherait pas. Et donc, ici, on ne peut pas, sans des mesures particulières, installer une telle quantité. Le problème est encore plus aigu en plein été, et ça ne joue pas. Et c'est pour ça qu'ici, le peak shaving est absolument décisif. On baisse la puissance d'injection, on la limite, et on ne récolte que cette quantité. Donc on dit aux onduleurs d'injecter moins de courant solaire au cœur de la journée. Et ça nous permet quand même, après rabotage, d'avoir 131 gigawattheures, c'est-à-dire bien plus que la moitié de la consommation actuelle. Et puis, en plein été, on fait la même chose, probablement à un degré encore plus fort. Et là, on arrive à récolter 171 gigawattheures, une quantité vraiment énorme d'électricité solaire, sans faire fondre le réseau. Et maintenant, en rose, on voit le gain, grâce au peak shaving, le gain qu'on a parce qu'on peut installer plus de solaire
et donc en plein hiver, avoir un gain de 19 gigawattheures dans la journée la plus sombre de l'année, typiquement, de 57 gigawattheures un jour d'automne et de 71 gigawattheures un jour de plein été. Et puis si on fait ce réglage de manière dynamique, si il y a moins de soleil une journée, par exemple parce qu'elle est couverte par des nuages, eh bien on est moins sévère dans la restriction de l'injection, puis on arrive quand même à maintenir la puissance. Et ça permet d'avoir une injection beaucoup plus stable au cours de la journée de cette énergie photovoltaïque. Maintenant, on se pose la question des creux. Pour le stockage à court terme, c'est-à-dire si tout d'un coup il n'y a plus d'énergie solaire parce qu'il y a un orage, ou un orage dans toute la Suisse, ou que c'est un jour de très mauvais temps, ou il y a une semaine de très mauvais temps. En Suisse, ce n'est pas du tout un problème parce qu'on a nos barrages hydroélectriques qui sont actuellement sous-utilisés. Vous savez qu'ils ont la capacité de remonter de l'eau dans les barrages s'il y a trop d'électricité. Et quand tous les nouveaux projets en construction seront mis en service, en particulier non de Drance, on aura une puissance de nos pompes qui correspond à la moitié de la consommation moyenne en Suisse. Donc une énorme flexibilité. Et puis une fois qu'il y a de l'eau dans les barrages, on peut turbiner, et ça c'est même un multiple de la consommation suisse. Donc on n'a aucun problème à retenir de l'eau dans les barrages quand il y a du soleil, ou à la turbiner quand il n'y a pas de soleil, et à utiliser même les excédents d'énergie photovoltaïque, dans une certaine mesure, pour remonter de l'eau dans les barrages. Et d'ailleurs, du point de vue business, ce sera très intéressant parce qu'actuellement, nos barrages qui sont équipés de pompes, ils sont complètement sous-utilisés et ça permettra de nouveau à ces barrages d'être rentabilisés, de faire des affaires, ce qui sera bon pour nos entreprises électriques. À long terme, c'est-à-dire quand on est au bout de la transition, quand on aura installé ces 50 gigawatts d'électricité photovoltaïque, il faudra doubler cette capacité de stockage à court terme. Le problème, ce n'est pas le volume dans les lacs, ça on en a bien assez, hein, mais le problème, c'est d'avoir des pompes et des turbines qui sont suffisamment puissantes. Soit on double cette capacité de turbines, ce n'est pas du tout compliqué, c'est des installations souterraines, mais ce n'est pas très bon marché, c'est environ 1 milliard par gigawatt. Soit on installe des batteries, les technologies de batteries font d'énormes progrès, des batteries décentralisées dans le réseau électrique avec l'avantage d'éviter de devoir faire des kilomètres à l'électricité pour remonter dans les barrages, puis ensuite revenir avec un autre avantage, c'est de contribuer à la stabilité et à la sécurité du réseau. Ce serait prématuré de prendre aujourd'hui ces décisions parce qu'au fond, on aura besoin de ces technologies vers 2040 seulement, 2045 seulement, pas encore maintenant, mais il faut les garder en tête. En réalité, le vrai défi, c'est le stockage à long terme pour passer l'hiver, c'est-à-dire essayer de récupérer le plus d'énergie des pics de l'été pour en disposer pendant l'hiver pour couvrir notre alimentation électrique. Notre principal problème, c'est que nos barrages, ils sont pleins à la fin de l'année hydroélectrique, c'est-à-dire à fin septembre. Et à fin septembre, on voit toujours les photos des barrages avec de l'eau. Les barrages sont rarement photographiés au mois de mars quand ils sont vides, ils sont toujours photographiés en septembre. Et là, on a environ 9 TWh d'énergie stockée dans ces barrages. Selon l'étude du professeur Schleiss de l'EPFL, on peut augmenter d'environ 2 TWh le stockage sans trop de difficultés, c'est-à-dire en rehaussant les murs des barrages existants. À mon avis, il faut le faire, c'est très écologique, et chaque fois qu'on augmente d'1 TWh le volume de stockage, on évite un demi-million de tonnes d'émissions de CO2 pendant 100 ans chaque année, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir du courant gazier pendant l'hiver. Donc vraiment, je pense que le rehaussement des barrages est très intelligent, spécialement au moment où on va renouveler les concessions. Certains ont déjà 100 ans, il faut de toute manière les reconstruire. Globalement, en général, à mon avis, ça vaut la peine. Moi, j'y suis favorable. Il peut y avoir évidemment des exceptions. C'est plus difficile de construire des nouveaux barrages parce que là, le dégât écologique est évidemment beaucoup plus grand. Mais si le barrage existe déjà, à mon avis, le dégât écologique est limité. La deuxième possibilité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure déjà pour la mobilité, c'est de transformer les excédents d'électricité de l'été en gaz naturel, c'est-à-dire en méthane, c'est la même substance que le gaz naturel qu'il y a dans le réseau, ou bien même de transformer en hydrogène, c'est-à-dire de couper en deux les molécules d'eau. Et puis après, on peut stocker ce méthane dans le réseau ou dans des réservoirs spéciaux l'hydrogène, c'est un peu plus compliqué, et puis ensuite, ultérieurement, refaire de l'électricité. Et quand on refait cette électricité, on peut même récupérer la chaleur, parce que ça sera en hiver, on sera content d'avoir cette chaleur. Alors, le seul inconvénient de cette technologie, c'est qu'en gros, pour avoir une unité d'électricité en hiver, il faut avoir récupéré 3 unités d'électricité en été. Mais si c'est de l'électricité dont on ne savait pas quoi faire et qu'on n'aurait pas récolté sinon, elle ne vaut rien. Donc au fond, c'est une technologie qui est
envisageable. Une troisième chose qui va peut-être vous étonner, c'est qu'on peut aussi stocker la chaleur. Et il y a au moins deux façons de stocker la chaleur de façon saisonnière. La première, c'est de réchauffer les forages géothermiques des pompes à chaleur. Si vous avez un forage d'une pompe à chaleur sous votre villa qui fait 60 mètres, à la fin de l'hiver, il a perdu plusieurs degrés par rapport à sa température initiale. Pourquoi? Parce que pendant tout l'hiver, vous avez extrait de la chaleur avec votre pompe à chaleur. Et puis, cette chaleur, contrairement à l'intuition, elle vient du soleil, elle ne vient pas du cœur de la Terre. Il n'y a que peut-être 1-2% qui viennent du cœur de la Terre, 98% ça vient de la chaleur qui réchauffe les premiers mètres de la Terre et ça réchauffe votre sonde géothermique. Le problème, c'est qu'elle arrive à la fin de l'été sans être suffisamment réchauffée et que vous partez dans l'hiver suivant avec une sonde géothermique qui a déjà perdu 2-3 degrés par rapport à son efficacité initiale. Et c'est pour cette raison que souvent, les pompes à chaleur géothermiques, elles perdent un peu de leur efficacité au fil du temps parce qu'elles doivent extraire de la chaleur d'un sous-sol qui est de plus en plus froid, donc de moins en moins efficace. Et si vous avez trop d'énergie photovoltaïque ou trop d'énergie de vos capteurs solaires thermiques sur le toit de votre maison, vous pouvez utiliser cet excédent pour régénérer pendant l'été votre sonde géothermique et donc ensuite partir dans l'hiver suivant en ayant votre sonde géothermique qui est à la température initiale, de nouveau, qui est revenue vraiment à la température initiale. Et ça, c'est un stockage indirect, parce que ça veut dire que l'hiver suivant, vous utilisez moins d'électricité. L'autre technologie, c'est la technologie développée par l'entreprise de Joseph Jenny à Burgdorf. Lui, il construit d'immenses réservoirs qui ont plusieurs centaines de mètres cubes, qui sont exactement comme des bouteilles thermos très bien isolées, qu'il met au milieu du bâtiment. À la fin de l'été, les capteurs solaires thermiques ont chauffé cette eau à 95 degrés, et puis pendant tout l'hiver, on puise dans ce réservoir de chaleur pour chauffer le bâtiment. Le réservoir est bien isolé, mais les légères pertes qu'il y a vont simplement contribuer à chauffer directement le bâtiment. Et à la fin de l'hiver, cette eau n'est plus qu'à 35 degrés ou 40 degrés environ, puis après on recommence à la réchauffer dans l'été suivant. Et ce système, qui est tout simple, un stock de chaleur, permet de ne soustraire aucune énergie du réseau électrique pendant l'hiver, permet d'utiliser aucune énergie fossile, permet d'épargner les réserves de bois. Donc le stockage de la chaleur est une technologie qui est vraiment intéressante et qui permet de réduire le besoin d'électricité pendant l'hiver. Mais si tout ça n'est pas possible, ou pas suffisamment possible, alors il est toujours possible, au cœur de l'hiver, de faire de l'électricité avec du gaz fossile. Donc en émettant du CO2 dans une centrale à gaz ou un couplage chaleur-force, on émet de l'ordre de 500 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité qu'on gagne. Dans une centrale à gaz fossile, on est plutôt plus efficace globalement dans la fabrication de l'électricité, puis dans un couplage chaleur-force, qui est une petite installation qui a en général un moteur et une génératrice électrique. Ça ressemble un peu aux petites installations qu'on a sur les marchés pour avoir de l'électricité. Eh bien là, on est un peu moins efficace, mais on peut récupérer la chaleur. Par exemple, dans un hôpital, on peut typiquement installer ce type de chauffage et ça produit, en hiver, quand il y a besoin de chaleur, ça produit à la fois de la chaleur et de l'électricité, donc c'est très efficace au niveau global énergétique. Évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on émet du CO2. Maintenant, j'ai fait un modèle global pour intégrer tous ces paramètres sur une base mensuelle. Ce n'est pas la question du jour, de la nuit, des heures, ce n'est pas du tout intéressant. En Suisse, là-dessus, on n'a aucun problème grâce à nos barrages. C'est vraiment la question hiver-été. Et j'ai intégré dans ce modèle les 50 gigawatts de photovoltaïque. J'ai raboté les pointes solaires avec une hypothèse assez sévère. Je dis, en hiver, on ne pourra pas importer plus d'énergie qu'aujourd'hui, parce que nos voisins ils vont éteindre aussi, j'espère, leur centrale à charbon. Les Français, ils ont leurs problèmes avec le nucléaire, qui de toute façon est surchargé en hiver, qui ne produit pas assez pour eux. Et puis, au fond, même si l'éolien se développe, ils vont peut-être, dans un premier temps, nos voisins utiliser cette énergie pour eux avant de nous la vendre. Et puis, en été, on ne pourra pas exporter plus qu'aujourd'hui, parce que personne ne va être intéressé à acheter nos pointes photovoltaïques. Et donc, au fond, on va raboter l'excédent. J'admets qu'on peut stocker un tout petit peu plus d'électricité sous forme de power to gas et qu'on peut, dans les mois excédentaires, stocker 1 TWh de plus, mais qu'évidemment, il a une faible efficacité puisqu'on ne récupère que 30% de ça l'hiver suivant. Donc c'est un scénario difficile que je fais.
C'est un scénario, au fond, où la technologie ne progresse pas. On a les mêmes technologies disponibles qu'aujourd'hui. Peut-être que, par exemple, le power to gas pourrait devenir plus efficace. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans cette direction, mais moi, j'ai fait un scénario un peu conservateur. C'est un peu, au fond, là, je dis, on doit monter la face nord de la guerre. Ce n'est pas le scénario confort. Et j'admets que quand il manque de l'énergie en hiver, on le fait avec du gaz fossile pour faire cette électricité, pour éviter d'importer plus qu'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais t'es fou, tu veux utiliser de l'électricité pour décarboniser, pour nous passer du mazout et du gaz dans le bâtiment, tu veux utiliser de l'électricité pour décarboniser la mobilité, c'est-à-dire se passer de l'essence et du diesel, et puis d'un autre côté, tu veux utiliser du gaz d'origine fossile pour faire de l'électricité en hiver. C'est absolument pas logique. Moi, je dis oui, si on doit faire ça, peut-être comme technologie de transition, ce qui compte, c'est le bilan global. C'est le bilan global. Est-ce que, finalement, on réduit ou pas nos émissions de CO2? Alors, je vais d'abord maintenant vous montrer quelle est la production électrique en reprenant le graphique que je vous avais déjà montré tout à l'heure, mais maintenant dans la nouvelle situation. Puis ensuite, on fera le bilan CO2. Alors ici, vous avez toujours le même graphique que tout à l'heure, avec en bleu foncé notre hydroélectricité au fil de l'eau, inchangé. Je n'ai pas tenu compte que peut-être il pleuvra un peu plus en hiver et qu'il y aura un peu plus de production en hiver. C'est vraiment inchangé. On voit toujours les pics de production à la fin du printemps. Nos barrages à accumulation, dont l'utilisation est également inchangée par rapport à aujourd'hui, toutes les nouvelles énergies renouvelables, sauf le solaire, figurent en vert, inchangées par rapport à aujourd'hui. C'est donc une hypothèse très pessimiste, parce que j'espère quand même que la biomasse, que l'éolien vont un peu se développer en Suisse, mais là je fais vraiment le scénario où ça se développe mal et on est obligé de tout faire avec du photovoltaïque. Et puis en jaune, l'énorme quantité de production photovoltaïque. Alors d'abord, on voit évidemment ces immenses pointes en été, et on voit que tout en haut, c'est pointillé. Pourquoi? Parce que c'est la zone qu'on rabote, c'est le fameux peak shaving, l'écrêtage. C'est la zone qu'on ne récolte pas, qui représente 11% de ce qui serait productible. Ensuite, on a en été la zone avec les lignes horizontales, striées horizontalement au sommet. Ça, c'est le photovoltaïque qu'on utilise pour stocker. J'avais dit que par mois, on utilisait 1 TWh en plus. Et ça, on le retrouve l'hiver suivant dans la zone violette où on fait avec ce gaz qu'on a stocké, ce power to gas, on refait de l'électricité. On voit que comme ce n'est pas très efficace comme technologie, il faut une grande quantité de solaire pour avoir à la fin une petite quantité violette d'électricité issue du power to gas. Mais enfin, au cœur de l'hiver, c'est quand même bon à prendre. On voit ensuite la nouvelle courbe de consommation. J'ai aussi fait figurer d'abord l'ancienne, qu'on a augmentée pour aller à la courbe traitillée en vert, qu'on a augmenté de la mobilité, puis ensuite pour arriver à la courbe violette de consommation, on a augmenté avec les pompes à chaleur. Et on voit qu'en gros, sur quasiment les 2 tiers de l'année, on a assez d'énergie. Mais sur 1 tiers de l'année, il manque de l'énergie, et ça, c'est évidemment un problème. Alors, encore vous dire que quand on a trop d'énergie, pas de problème, le surplus qu'on a, celui qu'on n'a pas raboté, celui qu'on n'a pas utilisé pour le stockage, par hypothèse dans ce calcul, on l'exporte et il correspond à ce qu'on exporte aujourd'hui. Par exemple, sur l'année 2012, ici, on le voit très bien, là, c'est l'année où on avait beaucoup exporté. Par hypothèse, on continue d'exporter les mêmes quantités. Mais maintenant, la question clé, c'est la question de l'hiver. Et en hiver, on voit qu'il y a un immense écart entre notre consommation et notre production. Si on ajoute la production au fil de l'eau, la production des barrages, qui est comme bien, le nouveau renouvelable et la production photovoltaïque, on voit que la production photovoltaïque, même si c'est sa saison la plus faible, elle est comme loin d'être négligeable, c'est 1,5 à 2 TWh par mois, mais que même en additionnant encore le gaz, il nous manque le gaz renouvelable, donc le power to gas ici, il nous manque un joli trou. On admet par hypothèse qu'on peut continuer à importer la même quantité qu'aujourd'hui, c'est cette surface blanche en dessous de la courbe violette, mais que pour le reste, il faut utiliser du gaz fossile. C'est le pire des cas, mais pour le reste, je dis, on utilise du gaz fossile dans ce scénario difficile. Et la quantité de gaz fossile qu'il faut utiliser, elle est figurée par la surface grise ici. Alors, ce qu'on voit tout de suite à l'œil, c'est quand même que la production solaire photovoltaïque est quand même environ 4 à 5 fois plus importante que la production d'origine gazière, même si elle est là, cette production gazière. Et la question absolument centrale maintenant, c'est le bilan global. On pourrait produire avec le photovoltaïque 49 TWh d'énergie par année en moyenne, mais on sait qu'on en a 5 qu'on perd avec l'écrêtage, avec le peak shaving, c'est la surface pointillée tout en haut. Et donc, on a en réalité 38 TWh de photovoltaïque qu'on utilise dans le mois lui-même, et puis on en a encore 6 qu'on utilise pour le stockage et qu'on va ensuite récupérer l'hiver suivant.
Donc au total, le photovoltaïque à utiliser, c'est 38 plus 6, c'est 44 TWh. Et la quantité d'énergie qu'on produit avec du gaz d'origine fossile, c'est 9 TWh qui correspondent à 4,5 millions de tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Alors maintenant, il faut faire le bilan global. Le bilan global du secteur des transports, on était à 16 millions de tonnes d'essence et de diesel, sans le kérosène, essence et diesel, et par hypothèse, on a tout électrifié de façon efficace et on est descendu à zéro pour ce secteur. Dans le domaine du bâtiment, on est à 15 millions de tonnes pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire, et pour les petites applications de l'artisanat, et on descend à zéro. Par contre, aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'électricité d'origine fossile produite en Suisse, on est à zéro, et on monte à 4,4 millions de tonnes pour cette électricité fossile. Et si on fait le total, eh bien, on voit qu'on est à 31 millions de tonnes actuellement, et qu'avec cette décarbonisation solaire avec un tout petit peu de gaz, eh bien, on arrive à 4,4 millions de tonnes. Et donc, sur ce périmètre qui regroupe les deux principales sources d'émissions de CO2, eh bien, on descend de 86% nos émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, il y a des gens qui me diront « Oui, mais décarboner de 86%, ce n'est pas assez, il faut aller à 100%. » Alors d'abord, je leur dis « Là, j'ai déjà une solution technique pour faire l'essentiel dans ce domaine, sachant aussi qu'il y a d'autres domaines comme l'aviation, ou bien l'alimentation, où il faudra quand même changer nos habitudes. Alors si déjà dans le domaine de la mobilité et dans le domaine du bâtiment, on arrive à faire une partie des choses avec la technique, c'est plutôt bien. Et deuxièmement, peut-être qu'on arrive à faire mieux, peut-être qu'on installe encore plus de solaire, peut-être qu'on améliore les technologies de stockage saisonnier, par exemple l'efficacité du power to gas. Et d'ailleurs, dans le livre dans lequel j'ai fait ces calculs, j'ai fait aussi des scénarios où on arrive même à 97% de décarbonisation. Peut-être qu'on pourra importer du gaz d'origine renouvelable et pas utiliser du gaz fossile pour cette production hivernale. Peut-être aussi que l'éolien se développera mieux en Suisse. Peut-être qu'on arrive à faire un peu plus de barrages à accumulation. Peut-être aussi que quand il y a des tempêtes en mer du Nord, les Allemands auront trop d'énergie et ils seront contents de nous vendre ces pointes dont ils ne sauraient pas quoi faire. Au lieu de faire du peak shaving éolien, ils nous vendront ces pointes. Nous, on utilisera pour pomper de l'eau dans nos barrages, remonter de l'eau dans nos barrages, et puis reconstituer un peu nos réserves au fil de l'hiver pour être mieux équipés pour assumer la fin de l'hiver en consommant moins de gaz. Bref, ce scénario que j'ai fait, c'est un scénario conservateur, c'est un scénario très, très réaliste, c'est un scénario avec les technologies actuelles. Le but, c'est de faire encore mieux, mais ce que je voulais faire avec ça, c'est montrer que c'était possible et qu'on pouvait aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est ce qui suscite aussi un peu l'intérêt de ce scénario. En conclusion, c'est clair que la politique doit poser les bons encouragements, les bonnes incitations. Il faut aussi avoir tout le temps le courage d'interdire des technologies rétrogrades et inefficaces, par exemple comme le chauffage à mazout. Il faut avoir aussi des prescriptions techniques dans le bâtiment, etc. Bref, la politique doit prendre ses responsabilités. Et elle doit faire mieux que ce qu'elle avait fait en décembre 2018 lors de la délibération de la loi sur le CO2, où la majorité UDC-PLR avait même réussi à dire que la Suisse avait plus d'objectifs intérieurs, qu'elle pouvait acheter l'entier de ses réductions à l'étranger et même remonter ses émissions au niveau de 1990, pour vous dire le degré d'absurdité de cette délibération. En plus, ils avaient affaibli tous les instruments. Heureusement, cette loi est maintenant au Conseil des États, où le résultat semble bien meilleur, même si globalement cette loi qui était issue d'un Conseil fédéral très conservateur manquait totalement d'ambition. Il faut vraiment faire des nouveaux pas dans cette direction, d'une part pour réduire la consommation d'énergie fossile, d'autre part évidemment pour produire l'électricité d'origine renouvelable qu'il faut. Puis il ne faut pas oublier les autres secteurs comme l'industrie, comme la construction, peut-être utiliser moins de béton, pour améliorer les techniques agricoles, aussi pour réduire les émissions dans ce domaine-là. Ce qui est clair, c'est que les responsables des entreprises qui prennent des décisions dans les entreprises et les personnes, les particuliers, les citoyennes et les citoyens ont aussi une responsabilité. Peut-être qu'il ne faut pas toujours avoir à l'œil la rentabilité à court terme, peut-être qu'on peut aussi de temps en temps avoir une vision plus globale. Par exemple, on pourrait, grâce à la Banque pour le climat, faciliter pour les entreprises ou pour des particuliers l'emprunt pour des projets qui sont rentables à long terme, mais qui ne sont pas rentables à court terme, ou qui ne peuvent plus être financés par des prêts hypothécaires parce que les gens saturent, leur degré d'endettement est au maximum.
Du point de vue particulier, on peut aussi se demander si au lieu d'aller avec toute sa famille faire un voyage en Thaïlande ou je ne sais pas où, on ne veut pas l'été prochain plutôt s'offrir une installation solaire ou bien la prochaine fois s'offrir une voiture électrique qui est plus chère à l'investissement mais qui est moins chère à l'usage. Bref, on a aussi une responsabilité individuelle dans notre comportement. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'État devait prendre ses responsabilités, ça c'est sûr, il ne le fait pas assez à tous les niveaux, mais par contre, les privés, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. On ne va pas tout pouvoir changer uniquement si l'État prend des mesures et que les particuliers et les entreprises ne suivent pas dans cette transformation. Le volet solaire de cette transformation demande 0,3% du produit intérieur brut. Au début, je vous ai dit, l'entier de la transformation, l'entier du plan Marshall du PS pour le climat nécessite des investissements de l'ordre de 2% du produit intérieur brut, exactement ce que nos grands-parents avaient consacré à la construction des grands barrages et aux lignes électriques. Et moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si nos grands-parents, dans des conditions de vie plus difficiles, ont réussi à mobiliser 2% de la richesse produite en une année en Suisse pour investir dans les barrages, eh ben, notre génération, elle devrait quand même être capable de faire la même chose face à la gravité de la menace climatique qui menace pas seulement l'environnement, qui menace pas seulement les conditions de vie dans d'autres pays, mais qui menace directement notre prospérité et nos conditions de vie ici. Moi, je pense qu'on doit être capable de se ressaisir et d'aller quand même de l'avant là-dedans. Quand on dit ces 2% du PIB, ce n'est pas seulement de l'argent public, c'est de l'argent public et privé, comme on le voit bien dans la structure du plan Marshall. Je crois que le temps est venu d'avancer, comme le disait très justement, le scandaient très justement les manifestants lors des manifestations pour le climat du 2 février, des petits pas, des petits pas, des petits pas, ça ne suffit pas. Il faut aller vraiment de l'avant, faire des grands projets, aller vraiment avec une réponse qui est à la hauteur du défi. Et c'est ça qu'on aimerait faire dès la prochaine législature, si on arrive à faire bouger les majorités lors des élections fédérales. Si vous êtes intéressé au détail des 40 mesures du plan Marshall pour le climat du PS, vous le trouvez ici. Par ailleurs, le volet plus production photovoltaïque et approvisionnement électrique, il est détaillé dans le livre que j'ai produit, qui a maintenant aussi été traduit en allemand. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette conférence vous aura intéressé et qu'elle était compréhensible. Je vous remercie.